Voilà, je vous propose de passer un petit temps de questions-réponses, remarques ou exemples à amener. Et puis je fais confiance aux orateurs pour peut-être réaborder certaines choses qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'aborder parce que je les ai coupées lors de leur intervention. Et je vous propose de travailler jusqu'à 17h30, comme ça après vous pouvez retourner dans une autre salle ou prendre 10 minutes, un quart d'heure de break avant de recommencer. Merci, bonjour, Bénédicte Prophète, psychiatre et thérapeute familiale. Jean-Louis, pour que la définition de la maladie d'Alzheimer change enfin, par quel bout il faut commencer? Est-ce que c'est des études de médecine? Certainement. Est-ce que tout ce qui a été organisé, enfin pour ceux qui sont en médecine, j'entends bien, est-ce que tous ceux qui interviennent dans le champ de l'aide aux aidants doivent être aussi sensibilisés à ça? Parce que personnellement, j'ai été confrontée, étant la fille d'un papa qui a terminé sa vie dans le champ de l'Alzheimer, on va dire. Ma mère a bien voulu accepter d'aller dans ces réunions faites aux aidants. Et ce n'est pas forcément le discours que je lui ai entendu me rapporter. Évidemment, c'est passé par différentes intermédiaires. Et je me posais franchement la question. Merci. Oui, c'est une bonne question. Elle me met dans l'embarras parce que, si vous voulez, les gens qui sont le plus hostiles à ce type d'approche, ce sont en général les familles. Les familles, à la façon dont je présente les choses, parce que la position médicale, d'abord, ils ont renoncé, avec l'aide des médecins, à ce symptôme qui est l'étrangeté, l'inquiétante étrangeté qui est comme... Bon, je reprends Freud dans son histoire, l'anecdote dans laquelle il fait état, qui me paraît très belle. Il est dans le train, il a son bonnet de nuit, il est dans... Donc ça se passe en 1920, enfin même bien avant, puisqu'il va la raconter en 1924, je crois, mais c'était un événement beaucoup plus ancien. Il est dans le train, dans un wagon-lit, s'est préparé, il est là, et puis il y a un chaos. Il voit apparaître un vieil homme avec un bonnet de nuit qui s'approche de lui, il veut le sortir, et il s'aperçoit que c'est lui-même qui s'est vu dans un chaos amener la glace devant lui, etc. Il ne s'est pas reconnu momentanément. Et ce qui fait la grosse difficulté, justement, du problème, c'est que c'est très inquiétant de ne plus reconnaître quelqu'un qui était familier, que ce soit alors des vieux ou quelqu'un d'autre, etc. Et ça... le reconnaître que je suis dérangé par l'autre, c'est quelque chose qui est très troublant. Enfin, le même Michel Malherbe, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, un livre très, très beau quand même, mais très inquiétant parce qu'il a beau être philosophe, il philosophe autour de l'Alzheimer de sa mère, il philosophe remarquablement, il connaît sur le bout des doigts le discours médical régnant. Il adopte, il essaye de comprendre toutes ces choses-là, mais il ne se rend pas compte que se servir de sa femme pour faire de la philo sans lui demander son avis, c'est quand même... Enfin, quand on commence à épingler un papillon, ce n'est plus du tout un papillon vivant. Et en pire, et ça j'ai été l'écouter du coup à la radio, il est son tuteur, il n'a même pas demandé l'autorisation de publier un livre sur elle. J'aime pas le dire parce que, en même temps, je trouve que c'est douloureux son histoire. Mais il a été donc à une émission de radio que j'ai écoutée, et effectivement, il se sent coupable. Et je crois que la vérité, elle est quand même là. C'est l'autricide, c'est je désire la mort de l'autre, ou plus exactement, au départ, je désire sa disparition de cet étranger qui a pris la place de la personne que j'aime, mais qui se trouve que c'est la même. Et je me débat avec horreur dans ce truc-là où je veux tuer ce que j'aime. Mais pas tuer dans le sens du jaloux qui veut tuer l'infidèle ou tout ce que vous voulez, non. C'est vraiment... je ne peux pas le supporter. Et puis voilà qu'on vient me dire
c'est une maladie d'Alzheimer, vous n'y êtes pour rien, les réactions sont des réactions de fatigue, et à aucun moment personne ne va prendre ça en charge. Et quand vous prenez alors le discours de Franz Alzheimer, le discours des philosophes qui travaillent là-dessus, ils n'ont pas encore compris qu'ils se sont fait flouer par le discours médical. Il ne peut pas y avoir une maladie grave sans aliénation en même temps. La deuxième partie de ce que je voulais dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir... Il y a de forts risques d'avoir une maladie grave avec le premier altruicide, qui est l'altruicide des vieux en bonne santé. Quand vous avez le programme de hvillage.com qui est énoncé vivre longtemps, vieillir jeune, c'est une injonction paradoxale mortifère. Comment puis-je être jeune quand je suis vieux? C'est pas pensable. Et à partir du moment où, alors effectivement, quand vous reprenez d'autres bouquins où ils vous disent effectivement l'Alzheimer commence à la cinquantaine, il faudrait trouver, il y a des marqueurs qui nous font dire vraisemblablement, mais c'est pas tout à fait sûr, mais enfin tout de même ça pourrait arriver qu'à partir de 50 ans déjà le trouble cognitif mineur, ça sent mauvais, etc. Faire un diagnostic précoce, donc vous êtes bien branché pour ça et vous ne voulez pas voir qu'à partir de la cinquantaine, on vous dit ne vieillis pas. Ne montre pas ta vieillesse, c'est un signe de mort. Je peux continuer ou je m'arrache là, hein, mais... Quand ce sera trop, oui. Je réagirai. D'accord, si vous n'êtes pas mort avant, hein, parce que... Non, je crois que c'est hyper important. J'étais très gêné, je suis content qu'il y ait eu cette intervention et ce mélange en deux temps. C'est qu'il y a d'un côté un truc qui est évident. La médecine se plante avec l'accord de tout le monde qui suit. C'est ce que déjà avait dit, mais je n'avais pas encore compris la portée de la phrase de Foucault en 1975 tout de même. La médecine n'a plus de limite extérieure. On est entièrement médicalisé. Donc quand je suis pris dans le discours médical, mais même dans la vie de tous les jours, je suis plus triste, je me déprime, je fais une paranoïa, n'importe quoi, enfin, du mot qui renvoie à la médecine. À 50 ans, on commence à vous dire, d'ailleurs toute la pub est là, les rides, il faut les faire disparaître, Botox, tout ce que vous voulez, etc. Donc il faut rester jeune. Et le grand changement, il est là. Ça a toujours été agréable de rester jeune, mais avant, c'était un signe, disons, plutôt sur le signe d'Eros. C'était plutôt pour la jouissance, etc. Ça a complètement changé parce que maintenant, c'est un signe de mortalité que de devenir vieux. Autrefois, c'était les femmes en couche qui mouraient, les petits-enfants. Donc la mort était démocratique, c'était pour tous les âges. Donc, et puis on ne vivait pas très longtemps. Voilà, maintenant, bêtement, on a rallongé ça sans trop savoir ce qu'on allait faire avec ce vieillissement. Et qu'est-ce qui se passe? Les jeunes ne meurent plus qu'accidentellement, ou par suicide ou en djihad. Donc c'est des bonnes méthodes pour se tuer, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui n'arrive pas aux jeunes s'ils ne mettent pas la main à la pâte. Alors, on en a déduit ce qu'on savait depuis toujours, que la jeunesse est un signe de longue vie. D'ailleurs, on a la vie devant soi. Mais on n'a pas toujours 20 ans. Mais voilà que même à 50 ans, on a la vie devant soi. Alors que les seniors d'il y a 30 ou 40 ans avaient une espérance de vie qui ne posait pas de problème pour les retraites. Mais aujourd'hui, on a la vie devant soi, il faut faire des grèves pour arriver à l'avoir. Enfin, bon, j'invente pas là. Hein, donc on a des vieux, mais les vieux sont quand même susceptibles d'être mortels. Beaucoup plus que les jeunes qui ont la vie devant eux, puisque s'ils montrent des signes de vieillesse, eh ben, ils montrent la mort et on ne veut plus en entendre parler. L'homme a toujours su qu'il était mortel. C'est même ce qui le caractérise par rapport aux animaux, hein, puisqu'on sait que c'est à partir des premières sépultures qu'on peut parler d'humanité, parce que je découvre que le cadavre de l'autre me fait découvrir ma mortalité. Et je vais passer ma vie à cacher les cadavres. Avant, il fallait les mettre sous des pierres, c'était compliqué, etc. Bon, maintenant on peut les cramer, on les a toujours cramés, mais surtout, maintenant, on est susceptible de faire survivre les gens longtemps, à condition qu'ils ne montrent pas des signes de cadavérisation qui commencent au moment du vieillissement. Simone de Beauvoir l'avait déjà dit en 1960 dans son livre sur la vieillesse, si vous voulez voir le cafard
excellent, 2 volumes en plus, pas de problème, pas un pour acheter l'autre. Et en tout cas, ce qu'elle dit, c'est dans nos sociétés, l'homme l'homme âgé n'est plus un adulte ayant eu une longue vie derrière lui, mais un cadavre ambulant. Qui veut s'identifier à un cadavre ambulant? Parce que ce que voit apparaître dans l'étrangeté, c'est pas pour rien que Freud l'a repéré sur un vieux, surtout à une époque où ça commençait, on mourait quand même beaucoup plus jeune. Il a découvert ça, c'est-à-dire que le cadavre, c'est le summum de la mort. Et la mort, je ne peux pas la mettre en mots, parce que la mort n'existe pas dans mon discours symbolique. Tout ordre symbolique, tout ce qui nous fait vivre dans nos représentations du monde, la mort est exclue. Alors il faut mettre quelque chose à la place. On met le cadavre. Mais le cadavre, maintenant, on s'est réanimé. Et vous savez très bien qu'avec la réanimation, la mort, c'est plus clic-clac, hein, c'est... Allez, arrêt cardiaque, c'est le dernier. Non, il y a l'arrêt cérébral. Et puis voilà, et puis on peut réanimer, etc. Donc, apparaît un nouveau fantasme qui, à mon avis, n'est que très très peu récent, qui est celui de la potentialité de ne plus mourir. La mortalité à l'apostrophe qu'a décrit Edgar Morin. Alors il est très fier d'en avoir parlé depuis 1950, mais c'est une absurdité, ou en tout cas un piège à con. Pardon. Enfin, une façon de... Il ne faudrait pas parler comme ça. C'est un mauvais truc. Mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, quand il dit immortalité, et il affirme, c'est là où il est gonflé quand même, il affirme, on sait maintenant qu'on pourrait ne pas mourir si on ne mourait pas accidentellement ou par catastrophe ou des trucs comme ça. Mais en réalité, il se trompe, ça ne nous fait pas peur de mourir en soi, c'est de s'en rendre compte, c'est le cadavre, c'est cette chose-là. Et ce qu'on voit dans le post-humanisme, c'est encore un piège, puisqu'il ne s'agit pas de supprimer le cadavre. Il s'agit au contraire de repousser le cadavre pour ne pas voir la mort. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'importance des mots, c'est quand même toujours la mort qui a le dernier mot sur les mots. Il n'y a rien à dire à ça. Et cette évidence-là, alors je reviens à votre question, effectivement, si je vois chez l'autre que j'aime, parce que l'autre dont je m'en fous, à vrai dire, enfin, même si j'aime l'humanité, quand même des liens plus ou moins forts, hein, faut pas exagérer. Mais quand même, je me sens coupable si devant le clochard qui vient me dire j'ai faim, etc., ouais, enfin beau temps aujourd'hui, quoi. Hein, il y a quelque chose d'un malaise. Comme je disais que le lien de fraternité, on en avait le sentiment profond, c'est clair que n'importe quel être humain m'impressionne, enfin me fait une impression. Et cette impression est désastreuse quand il ressemble à une épave. Cette impression, quand c'est celui ou celle à qui je tiens, est encore catastrophique, etc. Et je ne peux pas ne pas l'éprouver. Et tout le problème, il est là. C'est comment vais-je pouvoir faire passer aux familles un message, alors que de tous les côtés, on leur dit... qu'est-ce qu'on leur dit? Mais allez, dévouez-vous. Et puis, deuxième message, restez jeunes. Vous vous rendez compte? Hypochondriaque à vie. Parce qu'il faut se soigner tout le temps. C'était ça le livre « La vie est une maladie sexuellement transmissible, constamment mortelle ». Moi, je préfère « La vie est une aventure dont on ne sort pas vivant ». Au moins, je ne suis pas obligé d'aller fréquenter les médecins. Vous me direz comme je peux me servir, c'est évidemment un peu piégé. Mais je sais qu'il vaut mieux pas les fréquenter. Mais bon... Voilà, il y a quelque chose d'important. Je n'ai pas la réponse, c'est pour ça que ça m'a pris tant de temps à votre question. Mais c'est à vous que je la demande, à vous, en collectif, comment peut-on changer des mentalités qui sont gavées, qui sont en accord avec un discours que vous retrouvez dans la loi du 28 décembre 2016 sur l'adaptation de la société au vieillissement, où on nous demande de changer de regard. Mais dans le changement de regard, on oublie qu'il faut aussi changer de point de vue pour changer de regard. Et que si je ne change pas de point de vue, c'est-à-dire si je n'admets pas qu'on a le droit d'être vieux, qu'on est libre d'être vieux et dépendant, qu'on n'est pas moins bien parce qu'on est vieux, si je ne change pas ce regard, je vais vers la commisération,
Je vais vers des opérations du type accompagnement, effectivement, généreux, gentil, j'ai rien contre, mais il n'empêche que le SAMU social, c'est aussi des gens qui sont très gentils, qui vont vers d'autres, mais il n'empêche que 95% des gens qui vivent dans la rue meurent dans la rue. Hein, c'est pas... Donc ça ne sert à rien, pour dire les choses très brièvement. C'est un peu brutal, je vous l'accorde. La vraie question, elle est là. Comment puis-je dire à une famille, j'ai essayé des thérapies familiales, mais quand ils peuvent accepter une thérapie de soutien, un truc pour expliquer comment il faut prendre les médicaments en plus. C'est pour ça que tout le monde est accro aux médicaments d'Alzheimer, puisqu'on n'a rien d'autre à offrir, la poudre de perlimpinpin, et que ça aide. La poudre de perlimpinpin, ça aide beaucoup, parce qu'on a l'impression de faire quelque chose. Mais comment puis-je faire passer un message? Je dis même pas ça, je devrais dire comment les amener en thérapie familiale au sens guillemets noble du terme, c'est-à-dire que le patient désigné, la famille, oui, c'est... On a parlé ce matin des différentes formes de... Je m'arrêtais. Des différentes formes de thérapie familiale. Et je pensais à Minuchin, par exemple. Minuchin a pu faire des démonstrations qu'on pouvait améliorer un diabète avec des thérapies familiales, un diabète adolescent avec des thérapies familiales. Mais l'analyse est très, très bien parce qu'en fait, on n'améliore pas le diabète. On améliore la façon dont les gens suivent le traitement, parce qu'il y a un traitement. Donc là, je peux très bien expliciter aux clients, il y a une maladie, il y a des gens qui souffrent, on prend la maladie, on la traite, on discute des difficultés que ça gêne, et hop, les piqûres sont faites quand il faut, etc. Donc là, c'est clair. Mais quand moi j'arrive, comment puis-je faire un discours, quand le discours dominant c'est une maladie, et que mon discours à moi, c'est pas complètement une maladie. Je ne sais pas si je suis clair. Hein, la différence entre vous êtes dans le coup, mais on est prêt à le mettre dans le coup, même pour un fracturé, pour n'importe quoi. Même les autres maladies dégénératives ne posent pas ce problème parce que le trouble familial n'apparaît qu'après la maladie et qu'on peut grosso modo garantir que la famille n'a pas participé à la création de la maladie. La maladie dégénérative, et même si c'est héréditaire. Tandis que si je veux faire vraiment évoluer la question de l'Alzheimer, il faut que j'arrive à faire passer, personne n'y est pour quelque chose, c'est tout le monde qui est d'accord enfin c'est un système. Mais voilà, il y a un symptôme, c'est bien montré, il y a peut-être une maladie, mais effectivement, enlever le mot Alzheimer. Il y a mais aujourd'hui, pour l'enlever, c'est quand même vachement dur, mais il y a peut-être une démence. Et puis, il y a les réactions à ça, qui sont les réactions de tout le monde, à commencer par l'intéressé. Étant bien entendu que, même si je me tais, je parle. Je m'exprime en non-verbal, mais on ne peut pas ne pas communiquer, enfin c'est l'éternelle chose, et on ne peut pas communiquer que l'autre fait horreur. Comment gérer l'horreur? Ah ben j'aurais dû. Mais j'aimerais avoir la réponse. Ok, merci. Quelqu'un veut réagir ici autour de la table? Non. J'ai juste une petite réaction, c'était par rapport au diagnostic. Concernant le diagnostic, je m'interroge en tant que psychologue, travaillant en maison de retraite. Est-ce que c'est forcément uniquement le diagnostic qui serait altrucide, si c'est bien comme ça que je le comprends, ou est-ce que c'est le regard que l'on porte sur la personne? Parce que quand on fait un diagnostic de type checklist, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on pose l'étiquette, c'est peut-être pas la même que celle de ce matin, mais on pose l'étiquette, après que fait-on de la souffrance de la personne, que fait-on de la personne? Et je pense que si déjà on s'occupe de la personne, oui, il y a une maladie d'Alzheimer, oui, il y a un diabète, oui, il y a... Mais si je m'occupe de la personne, excusez-moi, que je ne m'économise pas la rencontre, la relation, je
pense que déjà, je l'aide à vivre avec un diagnostic qui est pénible, qui est évolutif, qui n'est pas chronique, qui est évolutif. Mais après, si ça m'économise, excusez-moi, je profite qu'il est médecin, la prescription d'antidépresseurs, parce que c'est la démence, c'est pas quelqu'un qui souffre, c'est la démence. On s'économise cette réflexion-là. Là, je crois qu'effectivement, le diagnostic doit être l'autre-lucide tel que vous l'utilisez. Alors, bien sûr que... Enfin, le diagnostic d'Alzheimer est un symptôme d'un malaise social et d'une médicalisation de la souffrance. Et la découverte des psychotropes a généralisé ce mode d'appréhension de la souffrance en termes de maladie. Ça, c'est clair. Mais, si vous voulez, si je prenais un cérébro-lésé, quelqu'un qui a pris une balle dans la tête, qui a une démence, je n'aurais pas, à mon avis, les mêmes problèmes qu'avec l'Alzheimer. C'est ça que je veux dire. Parce que chez le cérébro-lésé, moi, l'anatomopathologiste, enfin tout le monde serait d'accord pour dire il a des troubles, il peut communiquer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez quelquefois travaillé, communiqué avec des aphasiques, enfin des gens qui ont des accidents vasculaires. On n'a pas cette impression d'étrangeté. Pas de la même façon. On plaint, mais on voit bien qu'il y a la maladie et la personne. Dans l'Alzheimer, ce qui est confusant, c'est qu'on assimile très vite, peut-être pas les premiers temps, quand il y a un mot qui s'échappe, un trouble du comportement. Encore que, comme c'est déjà dans l'air du temps, là, aussitôt, ça va évoluer vers une maladie, etc. Préparez-vous au pire. C'est ça le problème. Mais je n'ai même pas la preuve de ce pire. Et c'est comment pourrais-je dissocier, faire passer le message. Il y a peut-être un trouble du registre biologique, ok, et puis il y a peut-être d'autres troubles. Les seuls sur lesquels, pour le moment, on est capable de faire quelque chose, c'est ces autres troubles. Ils n'ont pas de corrélation directe. Quand on parle de traitement non médical de la maladie d'Alzheimer, regardez ce qu'on nous met dans la boîte à outils. Pêle-mêle, la psychothérapie, jouer au ballon, faire de la sculpture, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a une participation active, c'est ça qui va caractériser. Bon, c'est reconnu par la loi, etc. Il y a une participation active du client. Ça veut rien dire. Il n'y a pas de recherche du sens. Jamais. Or, c'est ça la vraie question. Donc, le problème, il est là. Est-ce que changer le nom changera quelque chose? Non. Il faudrait arriver à faire passer dans la tête de tout le monde que ça ne peut pas se limiter à une atteinte biologique, ou alors il faut qu'elle soit clairement définie. Et le pire, imaginons qu'il y ait un traitement efficace, l'aliénation va disparaître. C'est ça qui complique. Vous avez une schizophrénie, vous êtes étrange, vous êtes rejeté, vous êtes incapable d'avoir une vie normale sociale, etc. Donc là, il y a toute une aliénation de fait. Mais on vous donne des neuroleptiques, ça peut disparaître, et l'aliénation disparaît en même temps, ce qui fait que les gens peuvent dire que l'aliénation n'est qu'une conséquence de la maladie. Tandis que si j'ai affaire à des criminels, si j'ai affaire à des exclus, je sais qu'au départ, l'aliénation est avant la maladie. Et là, tout le monde va pouvoir me dire, oui, mais c'est l'économie, c'est les GAFA, enfin, c'est tout ce que vous voulez. C'est vrai. Mais comment puis-je faire rentrer dans la tête des gens, si vous cessiez de vouloir rester jeune, vous auriez plus d'Alzheimer? Avec toute la publicité qu'il y a tout autour pour dire restez jeune, vieillissez jeune, tout ça. C'est ça le problème. Il y a une injonction paradoxale parce qu'on ne veut pas vieillir, parce que vieillir c'est mourir, et parce que mourir c'est mauvais genre. Aujourd'hui, le savoir-vivre n'est plus simplement une règle de se tenir en public, c'est de montrer qu'on sait survivre, qu'on est en bonne santé. Regardez toutes les pubs, tout ce qui nous renvoie tous les jours sur ce qu'il faut manger, pas manger, courir, au fond, chier. Dietro c'è una domanda. Juste un mot.
avant de donner la parole pour répondre aussi à votre question, Jérémy Pariente, qui est neurologue ici sur Toulouse, à Purpan, et qui travaille sur les malades jeunes, il vient de publier une étude qui est très intéressante. 35% de patients doctement étiquetés malades d'Alzheimer par les centres mémoire recherche, ils ont fait des études effectivement anatomopathologiques post-mortem. 35% des gens bien étiquetés Alzheimer ne l'étaient pas, mais ils l'étaient. Alors, j'ai peut-être plus un constat à partager. On parle beaucoup d'EHPAD et de deux populations, les personnes qui ont les troubles cognitifs et les soignants. Et j'ai l'impression, moi, qu'il y a un autre groupe d'exclus qui sont dans les EHPAD et qui sont un peu oubliés, ce sont les personnes vieillissantes psychiatriques. Je ne sais pas si c'est spécifique à certains établissements publics ou si c'est plus généralisé, mais autant il me semble qu'avec les familles de personnes où il y a les résidents qui ont des troubles cognitifs, les familles entendent qu'il y a un changement, ils sont en train de nous dire que ça va être pire ou ça va peut-être stabiliser, mais ils sont déjà dans un mouvement. Autant les familles de personnes psychiatriques, elles ont cristallisé la chose, ça ne peut pas changer. Et je me demande, est-ce qu'il y a une complexité plus importante à travailler avec ces familles-là de personnes psychiatriques vieillissantes qu'avec les personnes qui ont des troubles cognitifs? Qui veut répondre à cette question? On pourra complexifier de l'idée que chez les patients, chez les sujets souffrant de handicap, ils ne veulent surtout pas aller en maison de retraite et ils font maintenant des maisons de retraite pour handicapés. Moi, je veux bien dire un petit mot sur ces questions. Alors, je ne sais pas si je répondrai à votre question, votre réflexion. Moi, je suis quand même frappé de voir qu'aujourd'hui, des grands noms de la neurologie éditent des bouquins, sortent des bouquins sur maladie d'Alzheimer, maladie mythique, ou encore tout récemment Olivier Saint-Jean, qui est chef de service à l'hôpital Georges Pompidou, qui est un gériatre reconnu au niveau national et international, s'élève aussi contre l'usage qui est fait du terme Alzheimer, tant dans les démarches diagnostiques que thérapeutiques que de communication. Comme l'usage en raison Dieu, aujourd'hui, le terme Alzheimer, il est très, très médiatisé. Donc, on en parle, enfin, je vais dire, l'usage n'est pas du tout contrôlé, l'usage de ce terme. Donc là, il y a un grand flou, mais des neurologues eux-mêmes disent, attention, il y a un rapport qui a été fait entre Olivier Saint-Jean et puis Dominique Somme, qui est chef de gériatrie à Rennes, tous les deux dans les couloirs de la Société française de gériatrie gérontologie, ils rasent les murs. Ils rasent les murs parce que leurs collègues gériatres ne leur parlent plus. Ils ont dit, les médicaments ne servent à rien. Ça avait été déjà dit par quelqu'un de très reconnu, et toujours très reconnu actuellement, quelqu'un de l'équipe de Bruno Velas, qui est le grand gériatre international. Et il y avait une efficacité qui était de l'ordre de 2,5% des médicaments, qui fonctionnaient plus comme traitement symptomatique, c'est-à-dire ça réduit un peu certains comportements insupportables, mais ça ne traite pas de maladie. Donc il y a quand même dans la communauté scientifique des gens qui se rebellent aussi et qui ne sont pas d'accord à considérer cette maladie comme le fléau du XXIe siècle. Donc je pense que l'accroche, elle est certainement faite sur le thème médical, et les médecins sont un peu pris en otage avec ça par les labos pharmaceutiques qui ne financent que s'il y a du médicament à la clé, quoi, hein. Donc, et c'est dur maintenant pour les gériatres d'organiser des congrès, des colloques, et ainsi de suite, parce qu'il n'y a plus de financement de l'industrie pharmaceutique, ou très peu. C'est réservé à quelques élites. Moi, il me semble que le problème, je rejoins bien ce que disait Jean Maisondieu tout à l'heure, le problème c'est plutôt un malaise à la civilisation, pour reprendre un autre concept de Freud.
Mais on ne peut pas considérer aujourd'hui que la mort est le destin de l'humain. C'est ça le problème. On médicalise, mais on instrumentalise la mort. On meurt d'accident, on meurt de maladie, on meurt d'agression, on meurt des guerres qui se développent ça et là dans le monde, mais on ne meurt plus de vieillesse. Pour avoir été en CHU de Lyon pendant 15 ans comme psychologue, moi je n'ai jamais vu un bulletin de décès indiquant une mort de vieillesse. Même chez des gens qui avaient 85 ans, 90 ans d'âge moyen de décès. C'était toujours un OAP, c'était toujours un infarctus, c'était toujours, voilà, il y avait une décompensation ceci ou cela, rénale, mais il y a toujours une explication accidentelle, et c'est peut-être là qu'on a un vrai souci, un vrai malaise dans la civilisation, c'est d'exclure la mort comme destinée. Et les personnes âgées ont besoin d'en parler. Moi, j'ai pas besoin d'aller gratter quand je rencontre une personne âgée, d'aller gratter bien profond pour parler de la mort. Il n'y a pas besoin de prendre de particulières précautions. Et ce sont eux qui nous interpellent là-dessus. Ce sont eux, je le disais un peu en boutade tout à l'heure, mais ils ont ça dans la tête du matin au soir. Et quand ils se lèvent le matin, ils se disent est-ce que je vais finir la journée? Et quand ils se couchent le soir, ils ne savent pas s'ils vont se réveiller le lendemain. Et ça les habite. Hein, et ils sont habités par ça. Donc on ne partage pas. On est sourd à cette dimension-là. Et si toutefois ils insistent, eh ben, on va les médiquer. C'est qu'ils sont dépressifs s'ils parlent de leur mort. Hein. Alors que la mort, et ça, je renvoie aussi aux travaux de gens comme Claude Ballier ou bien d'autres, mais qui ont, je pense Daniel Quinodos aussi qui a beaucoup travaillé sur ces questions, c'est la question du bilan de vie. Un vieux, c'est quelqu'un qui sent que sa mort approche, et il ne sait pas quand, il ne sait pas comment, il ne sait pas si ça sera douloureux ou pas, il ne sait pas grand-chose de ça, mais il sait que ça va se passer, et ça le renvoie à son bilan de vie. Il y a un effet, on le retrouve chez des malades graves qui vont mourir d'une maladie létale, des cancéreux ou autres. Hein, ils se refont le film de leur vie, ça va très vite. Dans le travail du trépas, Michel de Musan, on dit des choses aussi très intéressantes là-dessus. Il y a un commerce, au sens de Montaigne, hein, un commerce entre l'homme, au sens générique du terme, hein, excusez-moi mesdames, mais entre l'homme et la mort, et sa mort, la sienne, pas celle des autres, la sienne, il y a un commerce intime qui se dit difficilement, qui se partage certainement difficilement dans notre culture, dans notre société d'aujourd'hui, où on a envie, on a besoin de rayer de la carte cette dimension-là qu'on ne contrôle pas. On est dans une société qui veut tout contrôler, et ça, on ne contrôle pas. Voilà, donc il y a une tentative de contrôle. Mais je crois qu'on est dans une illusion permanente sur ces questions-là, et même si on habille nos pensées et nos connaissances de dimensions très scientifiques, avec des publications dans des grandes revues qui font beaucoup de tirages et beaucoup d'argent en même temps, ça ne rime pas à grand-chose d'autre que de se protéger, d'être dans une sorte de refus de cette question de la mort. Et c'est pas de la... encore une fois, c'est pas de la sinistrose là, qui me fait vous dire ça. Je pense que c'est un réalisme dans le relationnel, quelque chose, quand je dis réalisme, une authenticité dans la relation, dans le partage de situations avec des âgés. La lenteur, on l'exclut, la mort, on l'exclut. Enfin, tout ce qui peut caractériser les préoccupations d'une personne très âgée, ça n'intéresse pas la société. En quelque sorte, voilà, et quand on est gérontologue, quel que soit son métier, dans la gérontologie, surtout quand on est jeune et qu'on veut se lancer dans ce type de métier,
Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant qui va faire de la gérontologie? Ou est-ce qu'il a vraiment raté à ce point ses études qu'il avait travaillé dans cette zone obscure? Obscur au sens où on n'a pas mis la focale dessus et on ne veut pas éclairer ce secteur-là. C'est un secteur qui est riche. J'ai un collègue de l'Université de Lyon qui dit la gérontologie, on y entre souvent par hasard, mais on n'y reste jamais par hasard. Bon. Il y a donc des attaches, il y a des accroches, il y a dans l'intersubjectivité quelque chose qui est vivifiant. Autrement, les gens partiraient tous en courant. Alors, je ne dis pas que c'est un secteur très attractif. Pourquoi? Parce qu'on démolit les gens qui se motiveraient pour aller travailler dans ce secteur. Mais c'est un peu comme la psychiatrie d'avant les années 60. C'était un lieu de perdition. Ceux qui allaient travailler dans ces hospices avec les fous, c'était eux-mêmes des fous, quoi. Et je crois qu'il y a une sorte de voile qui est jeté sur cette dimension de notre culture, de notre société, et qui fait que quand on est gérontologue, à mon avis, on doit être aussi un peu militant. Même si les psychologues se protègent bien d'être militants, je pense que là, il y a peut-être une effraction à faire. Je voudrais quand même donner un petit bout aussi qui m'est venu à propos de votre question sur la difficulté avec les uns et les autres. Je crois qu'il y a une difficulté énorme, une grosse différence entre psychose et démence, c'est que le psychotique, on est sûr qu'il pense. Mais alors, on ne peut pas nier qu'il pense. Alors que la question qu'il y a derrière tout dément, y a-t-il de la pensée là-dedans? C'est la disparition de cette capacité purement l'intelligence, enfin l'intelligence humaine, la capacité de verbaliser des émotions, etc. Et je pense que c'est la difficulté, et que là aussi c'est une protection. Enfin, quand on reprend le cas qu'on a entendu ce matin de cet ingénieur-là, je ne dis rien, je me referme, à la fois pour me protéger, mais peut-être aussi pour protéger l'autre de la peur que j'engendre. Et je pense que quand on parlait des déportés qui n'avaient pas voulu parler, c'est à la fois pour se protéger, je crois se protéger de l'incompréhension du niveau de souffrance qu'ils avaient vécu, avec une réponse qui serait « bah oui, bah, tu t'en es sorti, il n'y a pas de quoi faire un vélo ». Et inversement, une protection, je ne veux pas que tu apprennes des horreurs comme ça. C'est pour ça qu'on est dans l'horrifiant. Et quand on était parlé de la honte, on a beaucoup de choses comme travaux, recherches sur le désir, sur tout ça. Sur l'horreur, il n'y a pas grand-chose. Or, l'horreur, c'est ce que j'ai toujours rencontré dans le crime, dans l'exclusion, etc., dans le viol, enfin, de tout ça. C'est le truc qui me laisse sans voix. Mais vraiment, quoi, je reste comme ça, et je me fixe. Alors, est-ce que je suis capable de remobiliser devant quelqu'un qui se protège, qui sait très bien que s'il fait cesser sa protection, il va souffrir? Comment vais-je trouver un moyen? Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'un diagnostic, ça soulage, comme une béquille, ça aide à marcher quand on est blessé, mais il faut quand même, avec la béquille, on espère un jour pouvoir l'enlever. Mais d'un autre côté, si je dis à un hémiplégique ou un paraplégique que tu vas remarcher bientôt si tu fais des efforts de pensée, c'est sûr que je me dérape. Pour la démence, c'est pareil. Alors ce serait comment réintroduire. Il y a des démences, c'est indiscutable, je le jure, j'en ai rencontré, etc. Il y a peut-être un noyau de démence, donc au moins un tiers peut-être, ou je ne sais pas quoi. Mais il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est l'humain. C'est l'humain, et l'humain, il faut le respecter, mais comment dire à l'autre, je te respecte, quand je lui dis, crève. Tu veux réagir? Non, vraiment, comme j'avais dit, j'étais ici pour écouter. J'ai écouté beaucoup de provocations aussi. Mais je crois que tout de suite nous avons parlé de la diagnose, de l'effet de
diagnostic de la maladie d'Alzheimer et l'effet n'est pas seulement pour la personne âgée, c'est sur le système familial, sur la société, sur le système social. Et quand nous participons à une définition de maladie, nous introduisons un autre personnage dans le système familial. La famille n'est plus de 2, 3 personnes, 3 éléments. Il y a 2, 3 personnes, mais surtout un autre élément, la maladie d'Alzheimer. L'on ne parle plus d'autre chose. C'est l'Alzheimer personnifié. Et toutes les ressources que la famille auparavant utilisait pour répondre à des messages de cette personne, de cet élément de son système, il n'y a plus de ressources. C'est tout dépendant de l'expert et aussi travailler avec la famille à laquelle a été formulée la diagnostic d'Alzheimer, pas seulement la diagnostic d'Alzheimer. L'on doit faire un travail de déconstruction de la diagnostic pour travailler, pour ouvrir de possibilités, faire trouver des ressources que la famille sûrement a en son intérieur et aussi pour le présent et le temps à venir. J'ai écouté quand l'on va faire un travail de déconstruction de filles qui ont dit j'ai découvert une personne, une mère différente de celle que j'avais connue dans l'histoire familiale. Je suis très heureuse de l'avoir découvert. Pas seulement une limite, n'est pas possible, n'est pas bien parler avec la société parce que nous sommes une famille pas plus bonne, non? Mais nous sommes encore famille, nous travaillons encore ensemble, nous faisons ce que nous pouvons encore faire pour la mère, pour le père. Et puis, je voudrais dire une chose. Quand nous parlons de soins familiales, pour les personnes âgées, nous avons souvent une personne âgée de 60 ans qui doit se prendre soin de son père de 90, 95 années. N'est pas la même chose qu'auparavant. Nous parlons d'une organisation familiale très complexe. Et je crois que le système social doit apprendre que maintenant la société aura beaucoup de personnes âgées. Et le système de soins doit s'organiser. J'ai écouté très, très bien l'organisation que vous avez montrée auparavant pour répondre à cette demande beaucoup forte. Je voudrais donner juste un chiffre que je tiens d'Olivier Saint-Jean, de son bouquin, concernant le nombre d'Alzheimer.
en France, quand on commençait à parler de ce fléau dans les années 90 à peu près, on nous disait en France il y a environ 800 000, 850 000 personnes qui seraient touchées par cette maladie. Ce chiffre aujourd'hui, il a très peu augmenté. Il semblerait qu'il y ait un peu plus d'1 million de ces personnes-là. Ça, c'est des chiffres de type France Alzheimer, c'est pas forcément des chiffres très fiables. D'autant plus le diagnostic, c'est un autre sujet, il est assez fantaisiste parfois, ce que disait Thierry tout à l'heure, le prouve. Mais Olivier Saint-Jean nous dit, rapporté à la population âgée, vu que la longévité augmente énormément, il y a 25% de personnes Alzheimer en moins aujourd'hui par rapport aux années 90. 25% de moins. Donc il y a une diminution relative. Bien sûr, il y a peut-être plus de malades, d'après ce qu'ils disent, mais il y a plus de gens de 90, 95 ans qui sont en bonne santé chez eux et qui demandent à avoir la paix pour continuer à vivre tranquillement le reste de leur vie. Donc, vous voyez, le jeu des chiffres est très trompeur parce qu'on peut alarmer beaucoup selon comment on les présente. Si on dit il y a une diminution, on dit laissons les choses évoluer, elles vont dans le bon sens. Quand ce sera notre âge d'être frappé par ce type de fléau, on sera passé à travers les gouttes. Donc on peut, on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi ces chiffres. On avait fait à l'hôpital des Charpennes à Lyon, au CHU de Lyon, une étude, alors c'était plus empirique à l'époque, mais on avait fait une étude de corrélation entre des personnes qui avaient des troubles du comportement, qui étaient classés plutôt comme démence sénile encore à l'époque, et des autopsies qui avaient été pratiquées par le laboratoire d'anatomie pathologique de l'Université de Lyon. Et on s'était aperçu qu'il y avait une grande fantaisie dans les recherches de corrélation. On avait des gens, effectivement, qui étaient, et c'était des pourcentages assez élevés, de gens qui étaient étiquetés déments, et à l'autopsie, on ne trouvait pas tant de lésions que ça. Et puis à l'inverse, des gens qui avaient un cerveau alors bourré de lésions, des plaques amyloïdes de partout, et qui finalement n'avaient pas du tout été diagnostiqués cliniquement de cette manière-là. Donc vous voyez, entre la clinique et l'anapathe, il y a déjà... on ne voit pas beaucoup de publications d'ailleurs en ce moment sur ces études de corrélation. Il n'y a pas grand-chose sur ça. Mais ça serait intéressant d'avoir des études, parce que on a beau chercher les lésions, on ne les trouve pas toujours. Je vous renvoie. C'est plus une réflexion qu'une réelle question. J'entends depuis ce matin, entendu sur la mutation sociétale, etc., les enfants, les rôles qui changent et compagnie. Là, j'entends sur tout ce qui se passe avec Alzheimer, les représentations de la personne âgée, etc. Plus je vous écoute, plus je pense que nous devrions parler peut-être de troubles de la communication. Mais pas de la part du porteur du diagnostic, de la part du reste de la société. Si nous, en moins, aujourd'hui je pense qu'on est tous professionnels, si nous, professionnels, nous ne changeons pas notre façon de parler, si on pouvait tous arrêter de parler de « il est Alzheimer », non, il a un diagnostic Alzheimer. Ça, on est sûr, le médecin, il a collé l'étiquette. Voilà. Si on change notre façon de parler, notre façon, nous, de présenter les choses en tant que professionnels, que ce soit auprès des personnes auprès desquelles on travaille, les personnes âgées qu'on accueille en EHPAD, les familles ou les autres professionnels à qui on s'adresse dans différents contextes, peut-être qu'on pourrait, on pourrait ouvrir la voie comme ça pour favoriser une meilleure communication avec ces personnes porteuses de diagnostic, et ça pourrait peut-être permettre de les voir comme encore aussi humaines que nous et encore dignes de communication. Je rebondis sur une dernière chose, j'entends le mot démence depuis tout à l'heure, et il me semble me souvenir, Monsieur Maisonvieux, qu'il y a quelques années, en conférence, vous disiez, ils sont, au niveau étymologique, démence, c'était sans esprit. Pouvons-nous dire que ces personnes sont sans esprit? Vous aviez arrêté de le dire pendant toute la conférence cette année-là. Pourquoi le redire cette année?
Je vais vous le dire. Mais je vais vous le dire avec plaisir. C'est justement parce que je n'en veux pas. C'est justement pour ça que toute ma démonstration, qui était des démonstrations sur les mots, c'est la maladie d'Alzheimer est une démence, il n'y en a plus que pour elle. Enlevez-moi l'Alzheimer, vous m'enlèverez éventuellement la démence dans la représentation. Et effectivement, l'arrivée de la maladie d'Alzheimer au début a été une amélioration puisqu'on est passé de démence sans esprit à quelqu'un qui avait l'esprit fêlé ou parti. Ce qui était le cas pour les schizophrènes. Ils ont d'abord été des déments précoces, en latin, démentis, ils deviennent schizophrènes en grec, l'esprit fêlé. S'ils sont fêlés, c'est réparable. Et en plus, on peut s'identifier à eux. Donc, c'est là où je ne vous suis plus, qu'il y ait une course-poursuite avec les mots, c'est permanent. On a eu les facteurs qui sont devenus des, je ne sais plus quoi, enfin, il y a les autres qui sont des gens de surface, des agents de surface, etc. On est toujours en train d'essayer d'enlever la connotation péjorative qui accompagne une dénotation douloureuse. Et vous avez raison, c'est pas si mauvais que ça que de changer de mot, mais il faut revenir au vrai sens des mots. Moi, ce que j'ai voulu souligner, c'est bien pour ça que j'ai parlé de démence, tout en disant que je n'avais pas oublié Thanatos, que je l'avais mis dans ma poche, dans un coin, parce qu'elle est dangereuse. Quand j'en avais pu reparler à Toulouse, c'est parce que dans une réunion de spécialistes, j'avais dit, tiens, c'est curieux, mon nom de Thanatos n'a pas pris, j'en étais assez fier pourtant, mais il n'en a pas pris. Et le spécialiste que j'ai eu à côté de moi m'a répondu du tac au tac, heureusement. C'était à rejeter, ça renvoyait avec tout ce qu'il y avait, puisque Thanatos, ça cachait quand même pas beaucoup la mort. Donc, moi, ce que je veux, c'est dire attention, ou alors là, je vous reçois en disant attention, quand vous dites démence, vous dites sans esprit, ça veut dire que vous pensez que l'autre en face n'a pas d'esprit. Mais c'est effectivement la première chose que vous pensez dans cette impression d'étrangeté inquiétante. Et c'est comment puis-je travailler ça? On tourne autour de l'indicible. Et il faut y mettre des mots, ce sera toujours des mots imparfaits, qu'on va utiliser tantôt pour essayer de se rapprocher, tantôt pour essayer de s'éloigner, et sans jamais très bien savoir ce qu'on fait dans ce cas-là. Et c'est toute cette dimension affective, parce que quand vous faites des cognitions uniquement neurocognitions, il y a quand même des atteintes affectives. Et il n'y a que ça, c'est tout autour, tout le temps. Non, ça je ne... Non, il ne faudrait pas... Oula. Mais j'ai pas la réponse pour comment faire mieux. Pas mieux de commencer. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu ce que je fais. À nous, mais surtout à vous qui êtes sur l'estrade et qui voyez beaucoup plus de gens que nous. C'est mieux porter le message. Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des vrais changements de société qui peuvent aussi amener d'autres modifications. On peut peut-être attendre beaucoup des robots accompagnants. Depuis ce matin, on entend parler de maladie d'Alzheimer et de personnes âgées. Mais il y a aussi le fait que... Alors, je suis gestionnaire de cas sur la Haute-Garonne et on accompagne de plus en plus de personnes qui ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer, mais qui sont des malades jeunes. Et du coup, on est confronté à d'autres problématiques aussi qui sont le rôle de la personne dans la famille, en tant que parent, en tant que travailleur, parce que bien souvent, c'est des gens qui sont encore en emploi. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en termes de prévention, en termes de structures qui s'ouvrent, qui se développent, mais en ce qui concerne les malades jeunes, moi je me pose la question de savoir comment on va pouvoir faire, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas grand-chose en fait. La gestion du cas s'adresse aux gens qui ont plus de 60 ans, et on a une dérogation d'âge justement pour les gens qui ont moins de 60 ans, parce qu'on sait que c'est difficile de les accompagner, car sur le territoire, il n'y a rien de vraiment adapté pour ces gens-là. Et quand on accompagne une personne qui a moins de 60 ans en accueil de jour et qui se retrouve confrontée à des gens qui ont en moyenne de 80 ans, c'est très compliqué. Donc, bien souvent, la personne, en plus de se rendre compte qu'elle est malade, elle est confrontée au regard de sa famille par rapport à la maladie, elle est confrontée au regard des autres, et puis de se retrouver dans cet espace-là, en fait, qui n'est pas le sien. Donc, c'est vrai que moi, ça me pose question parce que c'est des personnes qu'on accompagne de plus en plus souvent
Et c'est vrai qu'on en discutait, notamment en GAP avec M. Darmon, mais c'est vrai que comment on peut les accompagner et quelle place leur laisser, parce que on n'est pas sur la personne âgée, on est sur une personne lambda. Et c'est vrai que ça pose question, parce qu'on associe la maladie d'Alzheimer aux personnes âgées, mais au final, j'ai envie de dire pas que, ça touche tout le monde. Oui. Alors, personnellement, je ne connais pas beaucoup les jeunes avec maladie d'Alzheimer. Dans mon esprit, c'est quand même très différent de la problématique des personnes âgées. Il y a une immigration de la maladie d'Alzheimer dans l'esprit des représentants des nosologistes. Mais pour ma part, j'aurais tendance à penser que autant la maladie d'Alzheimer vue chez les personnes âgées a une grande dimension liée à l'aliénation, autant on peut penser que ce sont des démences où la dimension organique, et peut-être génétique pour un certain nombre d'entre elles, est réelle et beaucoup plus profonde. C'est des vraies maladies organiques. Et la problématique de la mort, dont on a parlé beaucoup ici, ne se pose pas de la même façon. En vous écoutant, j'avais amené un petit extrait de Claude Couturier qui avait écrit Puzzle, qui est donc une femme jeune, qui est morte maintenant il y a quelques, qui avait une maladie d'Alzheimer, qui avait un site qui faisait beaucoup de choses. Par parenthèse d'ailleurs, c'était assez intéressant de voir que les sites Alzheimer, de malades d'Alzheimer, n'acceptaient que des Alzheimer jeunes. Il y avait des dérogations pour entrer. Et elle avait fait un petit poème là. La parole est un pont qui permet aux êtres humains de communiquer. La mémoire est un pont entre le présent et le passé. Je ne vais pas tout vous lire, mais quand même, chaque jour, de la mémoire et de la communication, chaque jour, il faut les reconstruire, ces ponts. Chaque pierre est un mot, chaque brique est un souvenir. Que faire lorsqu'on ne trouve plus les pierres ni les briques? Ce n'est qu'avec l'aide des autres qu'on peut essayer de les récupérer une à une, reconstruire encore et encore, et cela envers et contre toutes les intempéries. C'était quand même remarquable, enfin, et c'est quand même de ça qu'il s'agit. Il y a l'intercommunication, même si elle a vraisemblablement une histoire organique, encore que quand on lit son livre, on voit bien quand même qu'il y a d'autres problèmes affectifs majeurs dans ces oublis. Mais il y a cette idée de reconstruire, avec des mots, on n'a pas le choix, mais reconstruire du lien, et on retrouve tout le reste. Et ça vient du bon côté. Mais la réflexion, c'est effectivement comment réintroduire la circularité dans les relations, dans un système vertical. Comme la société s'horizontalise officiellement, que le modèle phallo-centrique disparaît pour être remplacé par un truc horizontal, tout l'avenir s'ouvre. Vous n'aurez peut-être pas d'Alzheimer. Quelqu'un d'autre veut réagir? Moi, j'aurais dit quelque chose sur les Alzheimer jeunes, mais je suis pas à l'aise avec cette question en tant que gérontologue. Je suis vraiment pas à l'aise. Le premier malaise, c'est que on a une exception de la maladie d'Alzheimer, effectivement, comme le disait Jean Mésandieu, aujourd'hui, qui est une maladie de vieux. Les patients de Aloïs Alzheimer étaient des quinquagénaires. Ce pas des gens de 95 ans. Et il observait chez ces patients-là des troubles qui ressemblaient au gâtisme des vieillards. Donc, il était, lui, déjà sur les malades jeunes. C'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, a priori, on pourrait la considérer comme une forme de gâtisme. Pour rester dans un vocabulaire populaire, je fais exprès de ne pas prendre de termes en référence à la science, une sorte de gâtisme précoce. Lui, il avait parlé de dementia sennilis précoce. Donc, on mettait les termes latins pour faire plus savant à l'époque, au début du XXe siècle, mais voilà, c'était des malades jeunes. Aujourd'hui, les malades jeunes qui font un peu le buzz, je pense à Blandine Préau qui, avec le Crohn et ainsi de suite sur la région de Grenoble, qui fait parler beaucoup de ces personnes.
moi, tous les gériatres que j'ai rencontrés, tous les neurologues que j'ai rencontrés, ils se posent des questions de savoir si c'est vraiment une maladie d'Alzheimer ou autre chose. Et donc il y a un doute sur le diagnostic. Alors moi, ce doute, il me met mal à l'aise aussi. Parce que d'abord, si c'était une maladie de jeunes, de quinquagénaires, selon Alois Alzheimer, c'est plutôt chez ces populations-là qu'on pourrait trouver l'authenticité du diagnostic. Et puis en même temps, les neurologues et les gériatres hésitent à considérer que ce sont des malades d'Alzheimer. Et ils mettent en doute le diagnostic. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout, d'une certaine façon. Vous voyez, ça n'offre pas de crédibilité d'entendre ça. Blandine Préau, elle a été diagnostiquée à 35 ans. Quand moi j'avais rencontré Aix-en-Provence, elle avait 38 ans. Ça faisait 3 ans qu'elle était diagnostiquée. C'est vrai que c'est très jeune. Hein. Et puis bientôt, il y aura un concours à trouver le neurologue qui aura trouvé le malade le plus jeune possible, ou la malade la plus jeune possible. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je ne suis pas sûr que la science médicale et neurologique en particulier soit très consolidée par ce type d'affaires. Je pense que ça fragilise beaucoup. On a beaucoup parlé de cette maladie à propos de vieux, à propos de gens qui sont sur leur fin de vie. Moi, j'ai souvent associé, enfin, je ne veux pas me répéter, mais cette forme de diagnostic à un partage impossible avec des vieux qui sont en prise avec les enjeux de leur fin de vie, de manière naturelle, avec des mouvements psychiques très très forts, très marqués. C'est vrai qu'avec des gens qui sont, si on reste sur les crises développementales, en pleine crise du milieu de la vie, ça perd son sens. Bon, voilà. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas à l'aise avec ces maladies. Et on en fait tout un tabac actuellement, France Alzheimer au niveau national, et de se lancer à fond dans cette problématique-là. Parce que je pense que ça se vend bien et ça, voilà, ça fait le buzz, encore une fois. Mais je ne suis pas à l'aise du tout. Je ne sais pas ce qui se construit là derrière les malades Alzheimer jeunes, les diagnostics hyper précoces. Ma question, en fait, est totalement à côté. Juste pour faire un petit retour d'expérience avant de poser ma question, j'ai travaillé dans un EHPAD pendant quelques années, en fait, qui était initialement un EHPAD qui accueillait des personnes psychotiques vieillissantes et qui donc s'est développé et a accueilli par la suite des vieillards plus classiques, on va dire entre guillemets, dont des Alzheimer. Et en fait, les plus exclus de tous, c'était les Alzheimer, c'était pas les psychotiques. Voilà, donc ça c'était pour ma petite expérience. Et en fait, j'avais une question pour Madame Lucini. En fait, j'aurais aimé qu'elle nous parle un petit peu plus de ces trouvailles, de ces professionnels qui transforment du coup la détresse de l'aidant en ressources. Oui. Oui, comme transformer la présence aidant qui Thierry m'a dit de préciser. Cet aidant vivent chez la personne âgée, chez la famille. Hein? Et la transformation en ressources, pour expliquer la transformation en ressources, l'urgence en ressources, à partir de l'idée que la présence des aidants dans l'institution pouvait créer des problèmes à l'organisation de l'institution, l'horaire. Mais nous avons appris que c'était le professionnel même qui demandait à les familles, surtout si la personne âgée avait de troubles de comportement, de rester chez lui, non? Et d'offrir un autre point de vue
parce qu'il l'avait connu à domicile et pas dans l'institution. Et c'était aussi une surprise pour le professionnel, qui pensait que quand la personne âgée s'était placée dans l'institution, les dames se trouvent à être privées de travail, non? chez la maison. Pas de tout. J'ai une question, ou du moins quelque chose qui me pose question, mais j'ai peur que je sois peut-être un peu à côté de la plaque. Alors, j'ai cru comprendre que en Italie, c'est ça, il y a des dames d'origine orientale qui servent des dentes. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'elles se substituent à un rôle familial et qu'en compensation, elles trouvent une dynamique familiale en aidant une personne âgée. Et je m'interrogeais, alors je fais un parallèle peut-être très grossier, avec quelque chose que nous avons vécu en France quand nous avons fait appel à la main-d'œuvre des travailleurs migrants. Ces gens regroupés au titre du travail, regroupement, on va dire, au titre du travail en France. Quand ils ont vieilli, alors du temps où ils fonctionnaient, ils servaient la France, ils étaient étrangers dans leur pays, mais à la fois étrangers en France, un peu comme les modames. Et quand ils ont vieilli, ils étaient toujours étrangers dans leur pays. Ils restaient en France pour toucher les pensions, argent qu'ils renvoyaient au pays, et finalement ils n'étaient pas quand même intégrés en France. Et quand ils ont donc vieilli, il a fallu s'occuper d'eux. Et on n'a pas su réellement bien s'occuper d'eux, et on les a mis dans des foyers type Sunakotra, foyer de travailleurs migrants ou autres. Et donc je m'interrogeais pour vos dames, quand elles vont devenir âgées, elles sont à ce jour étrangères dans leur pays, étrangères dans ces familles-là, qu'est-ce qu'il adviendra d'elles? Oui, c'est un problème que cette femme vive fortement. Dans le service semi-structuré, elle nous a décrit ces problèmes. Mais je crois que la réunion de toute la famille dans notre cas, dans l'Italie, peut récomposer ce problème. Je crois. Maintenant, le projet, c'est de recomposition familiale. Oui, j'ai une question qui s'adresse peut-être un peu plus à M. Reillo. La question, pour moi, qui me semble importante, c'est est-ce que vous pensez que les PTA et les nouvelles coordinations que vous tentez de mettre en place arriveront à faire bouger la ligne de l'hospital, de l'institutionnalisation des personnes âgées en EHPAD? Autrement dit, est-ce qu'à travers le travail que vous êtes en train de mettre en place, on peut penser que les structures d'hébergement soient des structures d'hébergement à la carte, à la demande, pour un jour, pour une nuit, de façon à ce qu'effectivement ça fasse reculer cette notion de rupture de rupture domicile-institution. Ce qui est certain, c'est que c'est un enjeu au niveau de la... Ça ne fonctionne pas. Tu veux t'asseoir? Pardon, merci. La mise en œuvre des PTA et donc l'amélioration de la lisibilité de la coordination, notamment géranto, a pour objectif justement d'essayer au moins de retarder l'institutionnalisation ou essayer, en tout cas par l'intermédiaire des professionnels qui la composent, de mieux la préparer lorsqu'elle est inéluctable. Ça, c'est une certitude. Après, tel que le dispositif est organisé, il essaye de mettre, en tout cas, d'optimiser les ressources dont on dispose au service des personnes qui en ont le plus besoin, dans l'optique
de renforcer le dispositif au domicile. Ça, c'est une certitude. Après, c'est un enjeu important, c'est quelque chose qui est difficilement réalisable parce que souvent, lorsqu'on nous sollicite, on s'aperçoit que ce sont des situations déjà très très complexes pour lesquelles parfois on est même dans des situations de crise, hein, on l'évoquait ce matin, et on n'est pas encore dans une culture d'anticipation qui nous permet, ou qui permet en tout cas aux équipes de pouvoir essayer de préparer au mieux ou d'essayer de retarder, on va dire, l'entrée en institution. Est-ce que vous... Non, j'ai une question à poser. C'est super. J'ai une question à poser à la salle. Et peut-être à tous ceux qui travaillent en EHPAD d'une façon générale, parce que en vous écoutant là dans cet échange, ce serait l'idée, comment pourrait-on démédicaliser le regard dans les institutions à partir même de l'organisation des institutions. Enfin, si dans l'organigramme, au lieu d'avoir EPTA, on avait je sais pas quoi, mais des mots qui fassent évoquer que quand on va en EHPAD, on ne va pas dans un truc de soins. Que donc les gens souffrent de quelque chose qui ne relève pas du soin. Vous voyez, si je prends les centres d'accueil... oui, allez-y. Thierry. J'espère que ma question est complète. Changer le terme, arrêtez de parler d'EHPAD, changer le nom. Établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Déjà, ça enlève la dépendance. Oui, c'est vrai. Rien que ça, déjà, ça pourrait changer le regard. Sauf qu'ils... Non, et on a déjà... Non, il faut définir la chose. C'est pas un club. C'est vraiment... Il y a cette dimension. Alors, ce serait... C'est une des dimensions possibles à travailler. Oui, mais si moi je mets personnes âgées aliénées, ça ferait quand même très désordre. Mais ce serait comment, enfin, c'est dans ces voies de recherche et du coup dans la formation, l'organisation, etc., faire remonter un autre modèle qui pourrait se substituer à celui qui est définitivement médicalement dominé. Arrêtez de faire du médecin coordinateur de l'EHPAD. Alors c'est pas moi qui fais ça, hein, moi je fais pas des choses comme ça. Peut-être faire un peu plus de place aux psychologues aussi, on ne sait jamais. Non, je parle pas de revendication professionnelle. Je parle d'inventer quelque chose. Moi, je ne suis pas très optimiste par rapport à la démédicalisation de l'EHPAD, parce que quand on voit comment fonctionne actuellement le jeu des filières gérontologiques, on attend de l'EHPAD qu'ils arrivent à mettre en place, sans trop le dire, hein, mais des formes de SSR pour dégorger les hôpitaux qui ont des durées moyennes de séjour tellement courtes que il faut à peine une personne âgée entre en cours de séjour gériatrique, il faut déjà penser son évacuation, entre guillemets. Donc, moi je peux vous dire sur notre groupe d'EHPAD, on est très très inquiet de la position que le sanitaire prend par rapport à l'entrée en EHPAD. Parce que maintenant c'est vraiment presque une injonction de l'hôpital via l'ARS d'accueillir des personnes prioritairement qui viennent de l'hôpital. Et dans le sens inverse, quand il est question de proposer à un hôpital d'accueillir une personne âgée dans un service de spécialité pour un problème de santé somatique, on la refuse. Et on nous propose de plus en plus maintenant, on en parle encore, moi je l'entendais ce matin tôt à la radio, des infirmières la nuit à l'hôpital, les médecins coordonnateurs risquent de devenir des médecins à plein temps, avec possibilité sur l'autre mi-temps, de prescription la plupart du temps à mi-temps ou à moins, mais de prescrire, c'est-à-dire d'avoir un rôle de médecin prescripteur, et il reprendrait, qui d'une certaine manière pour les médecins coordonnateurs est quand même légitime, parce qu'un médecin qui ne peut ni diagnostiquer, ni faire de prescription, ni faire de suivi de prescription, c'est bizarre. Mais moi je ne suis pas très content de la manière dont les choses se présentent, parce que pour le coup, les projets de vie dans les EHPAD,
les récits de vie, toutes ces dimensions qui ne sont pas à visée thérapeutique, mais à visée simplement de vie sociale, à visée de rencontre entre les personnes, de plaisir à faire des choses ensemble aussi, dans des ateliers d'art ou autres, ça va disparaître. Ça risque en tout cas de disparaître. Il faut qu'on se batte véritablement pour... Nous, on a monté une fondation pour faire des levées de fonds, pour pouvoir payer l'activité animative artistique, parce qu'on n'aura plus les moyens. Tout l'argent de l'EHPAD va passer sur le médical, sur le soin. Non, moi je pense que l'EHPAD va devenir le lieu de dépôt des hôpitaux. C'est déjà ça, mais ça risque de s'aggraver. Le passage du domicile à l'EHPAD, aujourd'hui, on est dans un mauvais contexte. Je suis tout à fait OK, moi, pour qu'on puisse travailler sur cette préparation, mais aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de mon diaporama, mais c'est l'événement qui fait la décision. La personne a chuté, elle a fait un accident vasculaire cérébral, elle va à l'hôpital, elle rentre en urgence, l'urgence la dégage dans les quelques heures qui vont suivre sur un service de gériatrie court séjour, et le court séjour, en 3 jours, il va l'envoyer en EHPAD. C'est pessimiste, mais c'est réaliste, parce que c'est comme ça que ça fonctionne actuellement, et de plus en plus. Et ça, moi, je suis attentif, parce que on développe vraiment une dimension, on essaye en tout cas de développer une dimension d'humanité dans les EHPAD. Les personnels s'y emploient vraiment beaucoup, mais on a une pression qui est terrible. Et avec les CEPOM, les nouveaux financements maintenant des EHPAD, ça ne va pas nous arranger, mais c'était le système sanitaire, et maintenant ça envahit le médico-social qui sera plus médico-social. Je pense que l'EHPAD, c'est quelque chose qui est à surveiller de très près actuellement. Et quand on parlait de position un peu militante, c'est une position militante, bienveillante, mais attentive, mais je vous rejoins complètement là-dessus. Je crois qu'il faut qu'on mette la focale sur l'EHPAD, parce que c'est là que ça va se passer sous peu. Surtout. Bonjour à tous. Je voulais aussi parler des formations des soignants, surtout qui interviennent, mais peut-être leur regard qui est surtout important, le manque de formation, qui sont souvent plus sur le côté médical, je pense, que plus que autre chose, finalement, et qui manque cette partie-là, l'information. Voilà. L'organisation aussi. Oui, moi je pense, et c'est le sens que les PTA aideront vraiment beaucoup à repenser les personnes âgées si effectivement il y a une articulation qui se fait avec les EHPAD permettant de faire du baluchonnage, de l'accueil temporaire, et donc qui quitte cette notion d'hébergement définitif pour redevenir un lieu d'hébergement, alors que si l'EHPAD devient un hôpital psychiatrique, déguisé pour lieu, ça devient... Parce qu'on va y mettre des gens qui ne pensent plus ou qui pensent mal, avec des crânes fêlés, les raisonnements des crânes fêlés, et qu'effectivement, il y a vraiment un enjeu, et c'est pour ça que je suis très heureux que vous soyez venu présenter ça aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu des PTA qui est de changer le dispositif social, mais de l'intérieur du dispositif, et non pas des grandes directives ministérielles. Et je trouve que l'expérience que vous menez sur Agen et le département est en ça novateur et très intéressant. Oui, je crois que oui, l'organisation, mais l'organisation, c'est fait de tout le personnel, la famille, la sensibilité sociale. Mais ici, nous avons des jeunes, c'est ça une belle, non, une perspective. OK? Je voulais rebondir sur ce que disait le
professeur Boucher, par rapport à la préparation en fait, justement des projets d'établissement. Moi, je suis psychologue et gestionnaire local sur la Maya du Loiret de Haute-Garonne. On a de plus en plus ce constat-là, ainsi qu'avec les services hospitaliers qui sont aussi confrontés en fait, à des obligations de rapidité, etc. Et notamment avec les travailleurs sociaux, au constat que les situations nous arrivent de plus en plus dégradées. Effectivement, rien n'a été préparé. Mais aussi sur le terrain, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de moins en moins de moyens humains au niveau du domicile et que la volonté, ça serait de préparer les personnes, etc. Mais qu'on est obligé de passer par ces événements en fait, pour que des choses soient travaillées, puisque en fait, tout est supprimé. Les conseils généraux ont réduit les temps d'intervention des travailleurs sociaux. Les caisses de retraite ont supprimé pour la plupart les services d'action sociale qui avaient un grand rôle de prévention en fait, auprès des personnes âgées. Et j'entends qu'il faut réorganiser, mais aussi je pense que la diminution de certains services font que les situations se dégradent de plus en plus, sont repérées peut-être moins tôt. Et du coup, voilà, l'hôpital aussi constate une grande dégradation. Et il n'y a pas d'autre solution à ce moment-là pour les hôpitaux aussi, je pense, que de dire le domicile n'est plus possible dans ces conditions et on va demander un EHPAD en urgence parce que nous, on se retrouve avec des situations qui sont catastrophiques et pour lesquelles le domicile est vraiment plus que dangereux. Et je voulais vraiment apporter cette nuance parce que je trouve qu'on a tendance à mettre sur le dos aussi des hôpitaux, etc. Mais même en amont, en essayant de travailler, nous, on rencontre aussi beaucoup de familles qui attendent cet événement en fait, pour prendre une décision, qui même avec des années de travail en fait, de notre accompagnement, n'arrivent pas à prendre cette décision, sauf que ça vienne d'un événement extérieur, accidentel ou autre. Et voilà, c'était des... Mais Christian, tu peux réagir parce qu'on retrouve la même chose en protection de l'enfance. Hein. On attend l'événement. Mais moi, je me disais, on attend l'événement. Et moi, je rejoins par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, pour expliquer effectivement, pour être violent par rapport aux personnes, par rapport auxquelles on prend la décision, parce qu'on utilise l'événement pour justifier effectivement quelque chose qui n'est peut-être pas justifiable à un moment donné. À soi-même. Ça va, et dans la protection de l'enfance, c'est la même chose. Ça va, on attend l'événement pour justifier effectivement une prise de décision qu'on a envie de prendre avant, mais qu'on n'ose pas prendre, parce qu'on n'ose pas parler, parce qu'on n'ose pas dire les choses. Moi, j'ai bien aimé tout à l'heure quand vous disiez à un moment donné, on a peur de parler de la mort avec les personnes âgées, mais comme on a peur de parler à un moment donné d'une violence familiale avec un enfant pour le protéger de la violence, qu'on a peur de parler de cette violence avec les parents parce qu'on veut protéger l'enfant de on ne sait pas très bien quoi, et puis on attend l'événement pour prendre une décision à un moment donné qui justifie effectivement qu'on n'aille pas travailler en amont. Enfin, moi, c'est un peu le regard que je peux avoir à un moment donné. Je vous propose que ce soit la dernière intervention. Je suis juste une simple assistante sociale. Et donc, effectivement, ça fait 10 ans que je travaille dans le cadre de l'APA. Et du coup, j'accompagne effectivement les personnes à leur domicile. Et lorsque vient l'idée où on parle très vite de l'EHPAD, en fait, il est considéré par les personnes que j'accompagne dans la majorité comme la dernière carte à jouer. Voilà. Et donc, et comme on nous forme à respecter de plus en plus le choix et la décision des personnes, et ben on va jusqu'au bout avec eux. Voilà. Vous voulez encore réagir ou pas? J'ai une dernière demande. Je ne voulais pas partir sans entendre Aurore. Sans entendre Aurore. Titon. Ah, on peut, oui, on peut. Si tu me sollicites. Bon, alors il faut que je reprenne mes esprits. J'étais déjà en position d'écoutante. Oui,
Donc je suis parti sur l'autricide. Hein. Vous avez vu que c'était je ne peux pas te reconnaître, je ne peux pas te sentir. Et quand on se penche sur la mythologie, on retrouve une très belle histoire d'autrucide, qui est l'histoire de Titon et aussi de la Théorome, mais moi je reste fidèle au grec. Et donc Éos et Aurore, mais c'est une nymphe qui est fort belle, tellement belle que Aphrodite, la déesse de l'amour, est jalouse d'elle, et elle lui jette un sort, un vilain sort. Elle lui dit dès que tu verras passer un homme, tu tomberas amoureuse. Donc il la transforme en nymphomane. Alors a priori comme ça ne paraît pas une catastrophe pour elle, mais c'est quand même très préoccupant parce qu'elle passe son temps effectivement d'histoire amoureuse en histoire amoureuse. Et donc quand elle a fini de faire le tour de l'Olympe, elle descend sur terre et elle rencontre Titon. Titon, c'est un magnifique guerrier grec. Magnifique. Et elle tombe amoureuse de lui, forcément, et lui, tout magnifique guerrier grec qu'il soit, il est quand même très flatté, et surtout qu'elle est magnifique elle aussi. Enfin bref, on a vu ça récemment en Angleterre. Il se passe une très très belle histoire d'amour qui fait rêver tout le monde, etc. Et donc voilà, elle est ravie, c'est une belle affaire. Mais voilà qu'elle réalise que Titon est un mortel. Et elle est immortelle. Elle a à la fois l'immortalité et l'éternelle jeunesse. C'est vraiment le pied, quoi. Et donc, elle est embêtée parce qu'elle sait que son partenaire va disparaître un jour. Et elle est embêtée. Alors, elle va voir Zeus. Et elle va voir Zeus et elle lui dit, écoute, avec Titon, c'est vraiment... Puis comme Zeus, il aime bien les histoires d'amour. Il est un expert. Et donc, ok... Mais non, c'est pas possible, c'est un mortel, nous sommes des immortels, on ne se mélange pas, on n'est pas du même monde, enfin quand même, non, pas d'alliance, impossible, mais ce que femme veut, Dieu le veut. Et finalement, elle finit par céder, et puis dit d'accord, il aura l'immortalité, t'as qu'à lui faire boire de l'ambroisie, il n'y a aucun problème, etc. Redescend sur terre, Titon, bois ça, c'est la vie de château, etc. Et effectivement, lune de miel de nouveau, enfin je passe, là c'est série X, on n'y touche pas. Et puis le temps passe, et Titon vieillit. Parce que cette conne, elle a oublié de demander l'éternelle jeunesse en même temps qu'elle demandait la disparition de la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Il vieillit et elle se retrouve avec un vieux crouton, laid, pas attirant, enfin tout, quoi, l'horreur. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle le métamorphose en cigale et elle l'introduit dans une EHPAD de son château. C'était déjà inventé, vous n'avez rien inventé. Elle y enferme. Et la nuit, quand vous vous promenez tout autour, vous pouvez entendre Titon qui se gratte les élytres et on entend Alzheimer. Tout ça parce que elle ne pouvait pas le reconnaître dans ce qu'il était devenu. Et vous, quand vous regardez les vieillards, votre regard tourne ailleurs. Vous ne pouvez pas les voir en peinture, vous ne pouvez pas les voir comme objets de désir, ce sont des objets de répulsion, et comme ils se sentent pris en abjection, ils refusent de parler, de contacter, ils fabriquent un Alzheimer. Voilà votre métier, c'est très beau. Je pense qu'on est arrivé au bout.